Le 11 mars dernier, j'ai eu ma dernière rencontre avec une psychiatre par rapport à un diagnostic que j'avais des doutes. Et effectivement, mes doutes étaient legit. Donc j'ai découvert qu'en plus du TDAH, je faisais aussi partie du spectre de l'autisme. Euh, Comment je vis avec ça? Plutôt bien. Je dirais que ça me donne des réponses. Ça me donne des réponses sur pas mal tout dans ma vie, honnêtement. Euh, je dirais que ce qui est difficile, c'est de l'avoir su à 40 ans. Parce que, oui, je me suis débrouillé pendant toutes ces années-là pour vivre une vie le plus normale possible. Euh, oui, euh, j'ai mis plein de systèmes et d'outils en place pour être fonctionnel, pour masquer, comme on dit, avoir l'air neurotypique. Même mon TDAH, je l'ai su à 39 ans. Là, Puis ça me donne vraiment envie d'en parler plus, de sans nécessairement changer la direction de mes interventions, la direction de ma chaîne ou de mes médias sociaux, mais je pense que je vais quand même inclure le TDAH, l'autisme, la neurodivergence en général, plus dans ce que je vais parler, dans mon éducation, dans ma sensibilisation. Pas parce que maintenant que je sais que c'est moi, ça devient soudainement important, il faut que le monde le sache. C'est pas ça. Mais c'est plus que on connaît tellement pas ça. On pense tellement, par exemple, que le TDAH, c'est juste la difficulté à se concentrer. Que l'autisme, c'est juste, I don't know, être bizarre socialement ou whatever. On connaît tellement pas ça que même moi qui travaille dans le psychologique, dans le psychosocial, qui s'intéresse vraiment beaucoup à ces choses-là, ben, ça m'a pris des années, ben, jusqu'ici en fait, pour me rendre compte que, hey, c'était peut-être ça. Parce qu'on connaît pas bien ça. Et je veux en parler plus parce que je veux éviter à d'autres personnes de découvrir juste à 40 ans qui ils sont et comment gérer ça, comment dealer avec ça. Parce que, tu sais, avant d'avoir mes diagnostics, avant même d'avoir mes soupçons, que j'avais un cerveau différent, avant même de savoir ça, tu sais, le monde me disait que j'ai pas d'excuses. Tu sais, j'étais pas capable de faire quelque chose comme les autres, j'avais de la difficulté à me mettre en action, j'avais de la difficulté à souvenir de telle chose, etc. Puis, ben, j'ai été beaucoup critiqué, j'ai été beaucoup diminué. On me disant, t'as pas d'excuses, moi je suis capable de le faire, t'es capable de le faire, tout le monde le fait, pourquoi toi tu le fais pas? Me faire traiter de paresseux, de lâche, que je m'en fous, c'est pour ça que j'oublie. Tu sais, des choses comme ça, à un moment donné, ça t'affecte, tu sais. À un moment donné, tu te dis, ok, il y a vraiment quelque chose. There's something wrong with me. Genre, c'est quoi mon hostie de problème en français, tu sais. Puis c'est tough parce que tu comprends pas. Parce que tu ne comprends pas pourquoi c'est difficile. Tu comprends pas pourquoi toi, t'es pas capable. T'es-tu vraiment juste lâche? Tu fais juste pas assez d'efforts? C'est quoi le problème? Puis t'essayes. Mais ça reste toujours difficile. Puis t'es comme, voyons, crime. Pourquoi? Ça affecte beaucoup l'estime de soi. Puis, tu sais, me faire dire que j'étais mal élevé aussi. Que j'étais impoli. C'est plein de choses comme ça. Fait que ça, c'est avant même soupçon. Puis une fois que j'ai commencé les démarches par rapport à avoir mon diagnostic, ben là, je me faisais plus dire, mais pourquoi tu veux un diagnostic? Un diagnostic, c'est juste un mot. Tu restes toi, t'es qui tu es, de toute façon, ça change rien à toi. Cache-toi pas en arrière d'un label, etc., etc.
OK? Fait que, pas content quand je suis supposé être normal. Pas content quand j'essaie de voir une réponse. Puis quand je lis mon diagnostic, la plupart des personnes ont été plutôt encourageants. Là. Ils ont dit ah, tant mieux, ça te donne des réponses et tout. Mais il y a quand même une personne qui m'a dit ouais, mais là, il faut pas que tu te caches derrière le diagnostic. C'est pas parce que tu as un diagnostic qu'il faut plus que tu fasses d'efforts. On dirait que les gens, pas tous évidemment, mais on dirait que les gens, ils veulent juste une raison pour critiquer. Ils veulent juste une raison pour pas te remettre d'en face que t'es pas comme eux, mais t'avais pas de diagnostic ou t'avais même pas de soupçon, tu faisais pas d'efforts. Là, tu te débrouilles pour en avoir un, puis ils disent quand même, ouais, mais là, il faut quand même que tu fasses des efforts. Garde, si je nais avec une jambe plus courte que l'autre, mais que, for some reason, personne ne le dit, puis tout le monde prend pour acquis, ou plutôt tout le monde agit comme si j'avais une jambe, ben les deux jambes de la même longueur. Et moi, je le vois bien qu'il y a quelque chose de pas correct, mais tout le monde me dit, ben non, c'est de la même longueur, tes jambes, ben ok. Mais si j'essaie de faire des cours d'éducation physique ou de courir ou quoi que ce soit, ben je me fais dire que si je suis pas capable de courir comme les autres ou de faire les mêmes acrobaties, ben c'est parce que je fais pas assez d'efforts puis que je réussis juste pas parce que ma jambe est plus courte. Mais je comprends pas pourquoi, parce que ma jambe est pas supposée être plus courte puis tout le monde me dit qu'elle l'est pas. Jusqu'à temps qu'à 40 ans, je me fasse dire non, non, ta jambe est vraiment plus courte, c'est normal que tu sois pas capable de faire ces choses-là. Puis que je fais comme guys, I have an answer, c'est pour ça que je n'étais pas capable, puis qu'ils font comme ouais, mais là, cache-toi pas en arrière de ça, là, tu sais, si tu fais plein d'efforts, tu vas pouvoir y arriver pareil. Really. Mais c'est la même chose avec les neurodivergences. Puis quand je parle de neurodivergence, là, c'est parce que ça a été littéralement vu que c'est anatomiquement un cerveau différent. Il y a des morceaux dans le cerveau qui sont différents ou qui sont déficients, entre autres la fonction exécutive. Puis la fonction exécutive, ça implique beaucoup de choses. De mémoire, là, je vais dire des conneries. Je sais qu'il y a au moins la working memory, c'est-à-dire la mémoire à court terme, qui est déficiente. Tout ce qui est par rapport aux priorités, qui est déficient. Il y a beaucoup de choses. Je veux pas m'avancer plus que ça. Mais il y a beaucoup de choses. Puis, comme Flash News, c'est le cerveau qui chapeaute tout dans notre corps, dans notre perception de nos sens, dans nos réflexions, dans notre perception de la vie, everything. Tout ce qu'on expérimente comme humain est décodé et régi par notre cerveau. Mais si mon cerveau n'est pas pareil, physiquement, anatomiquement différent d'une personne neurotypique, comment est-ce que je peux être pareil qu'une personne neurotypique? Comment est-ce que je peux être capable des mêmes choses de la même façon? Comment est-ce que je peux comprendre la vie de la même façon qu'une personne qui a un cerveau littéralement différent? Je ne peux pas. Et n'importe quel neuro atypique ne peut pas non plus. C'est pas que c'est impossible. Je comprends le concept. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose, okay? Une personne neurotypique qui n'a jamais fait quelque chose X, va probablement être capable de faire des liens puis déterminer comment faire telle ou telle chose. Avec les expériences qu'il a eues dans le passé, etc. Il va être capable de se débrouiller. Je suis très débrouillard, c'est pas la question. Mais des fois, oui, ça m'arrive qu'on me demande quelque chose et je bloque. Je bloque parce que je me dis, merde, je fais quoi? Je le fais comment? Par quoi je commence? J'ai juste besoin que quelqu'un me prenne par la main une fois. Des fois, c'est juste une fois qu'on me prenne par la main. Voici comment tu le fais. Puis je suis comme, oh, ok, c'est bon. Une fois que je le sais, aucun problème. Ça peut être aussi niaiseux que, à un moment donné, j'ai eu un étudiant qui était TDAH. Puis, il osait pas aller demander de l'aide aux commis dans les épiceries. Puis sa mère était comme, il est même pas capable d'aller demander de l'aide. C'est con, là, pour quelqu'un de neurotypique, mais pour quelqu'un comme moi, quelqu'un de neurodivergent, s'il l'a jamais fait, hein, puis tu lui dis, va donc demander au commis, il est où le beurre? Ça se peut qu'il finisse. Parce que il sait pas how to do it. Mais pour quelqu'un de neurotypique, c'est très très clair. Alors, il faut littéralement lui faire comme, dire une phrase toute faite. Va voir le commis, dis-lui, excuse-moi, il est où le beurre?
OK, là, la personne va pouvoir y aller, puis après ça, elle va être capable de le refaire. Mais la première fois, c'est plate, il faut qu'on se fasse prendre par la main. Bref, c'est un exemple. Il y a TDAH, mais de comprendre le côté autiste, ça a été la crème. Je me sens tellement moins mal. Je me sens tellement moins mal parce que je reconnais pas les visages. Je ne comprends pas le sarcasme, ni lire entre les lignes, les second degrés, c'est assez rare que je les comprends comme ça, moi que je les connaisse déjà. Les expressions, si je la connais pas, je serais jamais capable de deviner ce que ça veut dire. Et le nombre de personnes qui sont venues me voir, puis qui font comme Hey, comment ça va, Vincent? Puis tout, moi je suis comme c'est qui? Mais c'est comme super gênant de faire comme je sais pas t'es qui, je t'ai jamais vu de ma vie, mais la personne connaît mon nom. Puis de pas comprendre le sarcasme. Puis oui, je peux avoir l'air mal poli parce que pour moi, la politesse, c'est fake. J'ai de la morale. Tu sais, si quelqu'un fait quelque chose pour moi, je vais dire merci parce que je suis legit reconnaissant. Mais c'est à cause de ça que je vais le faire. Je vais pas faker le maudit small talk. Genre, je me suis déjà fait critiquer parce que quand j'arrive sur Messenger ou dans un texte puis que j'ai une question à poser à quelqu'un, ben je lui dis salut, je pose ma question. Mais apparemment qu'il faut prendre le temps de salut, comment ça va, quoi de neuf avant de poser ta question. J'ai pas le temps. Bref. Le diagnostic est tombé. Je comprends énormément toute ma vie maintenant, tout. Mais je me dis que crime avoir su plus tôt, peut-être que ma vie aurait été sûrement que ma vie aurait été beaucoup plus positive parce que j'aurais eu de la compréhension, j'aurais pu choisir les gens que je côtoie pour ceux qui me donnent de la compréhension et qui comprennent ma situation. J'aurais pu déjà mettre des systèmes, j'aurais pu chercher pour des outils puis des systèmes qui sont reliés à mon incapacité parce que la neurodivergence, ça entre dans la disability. C'est une incapacité pour certains trucs. Tu sais, par exemple, la working memory, ma mémoire à court terme, ça va toujours être un défi. Je ne vais jamais avoir une bonne mémoire à court terme. Fait que oui, il faut que je mette des outils en place. Oui, j'ai plein d'alarmes sur mon cellulaire. Je me mets des post-it partout. J'ai pas le choix. Puis même à ça, j'oublie encore. Mon portefeuille et mes clés sont littéralement attachés à mes jeans. Parce que sinon c'est clair, j'ai toujours mon cellulaire sur moi, mais vous savez pas combien de fois par jour je vais dire merde, il est où mon sel? Parce que je l'ai toujours sur moi et for some reason, je ne le trouve jamais. Ça va toujours être difficile, ça va toujours être un défi pour moi. Je n'ai pas cette partie-là de mon cerveau, je ne l'ai pas. Mais avoir su ça, quand quelqu'un m'aurait critiqué, puis il me dit rien, tu t'en fous, t'oublies tout, ben j'aurais pu savoir, moi, même si la personne ne croit pas, j'aurais pu, moi, savoir. Je le sais que c'est pas ça. C'est parce que j'ai une partie que t'as pas. Puis je veux en parler plus parce que il faut que le monde sache qu'est-ce que c'est. TDAH, c'est pas juste la difficulté à se concentrer. Autiste, c'est pas juste... Ah non, je sais même pas c'est quoi les stéréotypes d'autisme, honnêtement. Je connaissais pas ben ça, honnêtement, avant cet été. Fait que je sais même pas c'est quoi les stéréotypes. Mais il faut que ça soit connu parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment souffrant d'être neurodivergent et de ne pas le savoir parce que les personnes neurotypiques s'attendent de toi que tu sois, que tu agisses comme une personne neurotypique. Puis ça arrivera pas. Fait que quand tu te vois ne pas être capable, c'est vraiment difficile. Tu te vois incapable, tu te sens incapable. Vous imaginez à vivre des années en se disant t'es qu'un incapable, t'es juste un lâche. Fait qu'avoir une réponse, ça fait vraiment, vraiment du bien. Puis tu sais, mes vidéos, mes informations sur ça, c'est pas des diagnostics. Je ne suis pas 100% contre l'autodiagnostic. Mais je dis attention. Je pense qu'il y a certains trucs, certains états que je pense que c'est important de ne pas se self-diagnose.
Parce que des choses comme la neurodivergence, on est né comme ça. C'est notre cerveau qui est comme ça. On ne l'apprend. C'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est pas quelque chose qu'on pogne, c'est pas quelque chose qui se développe. On est comme ça. Donc, quand tu arrives à 18-20 ans, puis que tu dis « Ah, j'ai de la misère à l'école, je manque de motivation, j'ai de la misère à me concentrer, j'imagine que genre, je dois être TDAH ou je suis peut-être TDAH. » L'affaire, c'est qu'il faut que tu regardes aussi dans ton passé. C'est sûr que les symptômes que tu vas avoir à 5 ans ne seront peut-être pas les mêmes que tu vas avoir adulte, c'est normal. Mais les choses comme ça, il faut que tu ailles voir dans ton passé, puis il y a plein de choses, par exemple, que moi, ma psychiatre m'a posé comme question que j'imaginais même pas que ça pouvait être un symptôme, puis qu'elle, elle sait, fait. Sans dire que le diagnostic, tu es obligé d'avoir un diagnostic parce que il faut qu'il y ait une higher authority qui te dit oui, tu l'es avec un stamp, puis tout, c'est pas ça. C'est plus dans l'optique que la psychiatre ou le psychologue, il sait où chercher. Il sait quelles questions te poser. Il sait sur quoi te faire réfléchir. Il sait quelle info aller chercher pour voir si oui ou non t'étais comme ça avant. Puis c'était quoi tes problématiques que t'avais avant. Parce que t'es né de même. Fait qu'un enfant autiste va être un adulte autiste. Fait que tu sais, c'est tellement souffrant en plus. On est tellement dans un monde qui est pas fait pour nous que je trouve, ça c'est vraiment mon opinion personnelle. Je dirais, faites la journée, faut ce que vous voulez. Là. Mais je trouve que pour l'autisme en tout cas, le TDAH, comme je suis plus go with the flow avec ça. Je suis plus comme. Fait que je pense que c'est important quand même d'aller chercher un diagnostic si vous avez des doutes. Mais bonne nouvelle, il y a quand même des places où vous pouvez avoir un diagnostic à faible coût, même gratuitement si vous avez une référence de médecin. Ça peut être une référence de médecin sans rendez-vous. Tu sais, moi, il y a un médecin que je vois pour une autre problématique une fois par année, puis ça n'a même pas rapport avec ça. Puis je demandais, hey, tu peux-tu me faire une référence? Il va être comme, ouais. Fait que, tu sais, je pense que ça vaut la peine quand même d'avoir un diagnostic si vous avez des doutes. Puis, j'avais vu, je parle de ça parce que j'avais vu une image sur une page Facebook par rapport à la neurodivergence, puis la personne disait que autodiagnostic, c'est fine, ça devrait être aussi valide parce que les personnes, même s'ils n'ont pas le seal of approval, qui n'ont pas le diagnostic, ont aussi besoin de support. Ce que je suis 100% d'accord. Les personnes qui n'ont pas de diagnostic ont aussi besoin de soutien et de support. Mais j'ai quand même une problématique à parler que self-diagnose est aussi valide. L'affaire, c'est que ce qui est difficile dans notre monde, c'est que si tu n'as pas justement le seal of approval, tu es considéré comme neurotypique, donc tu n'as pas de soutien, de support, tu n'en as pas droit parce que tu n'as pas le seal. C'est ça la problématique. C'est pas... En fait, oui, voilà, c'est ça. C'est ça la problématique. Parce qu'une personne qui n'a pas de diagnostic, mais qui a vraiment des difficultés avec sa fonction exécutive ou avec sa short-term memory, devrait être... Ses symptômes devraient être valides, même si elle n'a pas le diagnostic. Ses symptômes sont valides. Fait que l'autodiagnostic, moi, je trouve que... Oh, sorry, je trouve que c'est pas valide. Par contre, les symptômes que tu vis le sont. Peu importe la raison. C'est ça l'affaire. Peu importe la raison pour laquelle ta working memory est bad, tu as besoin de soutien. La société devrait te donner le soutien que tu as besoin pour les difficultés que tu as avec ou sans un diagnostic, parce que les difficultés, tu les as. Tes difficultés sont pas dans ta tête, sont réelles et sont valides. Tu devrais avoir du support. C'est la nuance que je fais. Mais je vais quand même parler beaucoup plus maintenant de ce que c'est exactement, parce que je veux que le monde soit au courant de ce que c'est. Pas juste pour que les personnes s'autodiagnostisent ou que les personnes soient comme « Oh my God, c'est moi », mais aussi pour que les personnes neurotypiques sachent qu'est-ce qui se passe dans nos têtes et fassent preuve de compréhension, puis de support, puis d'aide dans ce qu'on vit, parce que c'est pas facile. Fait que c'est un petit peu le début d'une autre étape, je dirais, de ma vie qui
Puis maintenant, je sais pourquoi je me trouvais... que je fitais pas nulle part, que je comprenais pas la vie comme les autres, que les autres me comprenaient pas en tout, puis j'étais comme, mais merde, comment... Tu sais, moi, je suis super littéral. Il n'y a rien à comprendre dans ce que je dis, autrement que les mots que je dis. Puis ça faisait bien chier certaines personnes de mon passé que j'étais très, très, très à cheval sur les mots choisis. Parce que dans ma tête, c'est comme si tu veux passer un message, choisis les bons mots pour que je te comprenne. Chaque mot a une définition, use it! Mais le monde trouvait que je cherchais des poux, en gros, parce que j'étais vraiment très très à cheval sur les mots. Bref, il n'y a rien à comprendre dans ce que je dis, autre que ce que je dis. Et malgré tout, les personnes neurotypiques sont très habituées à interpréter, à lire entre les lignes. Fait qu'on dirait que je disais quelque chose qui était super clair, comme le ciel est bleu, et on allait comprendre complètement autre chose. Puis j'étais comme, mais how? Comment est-ce que les gens ont pu comprendre quelque chose de complètement différent, ou plutôt quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que je dis? J'ai jamais parlé de la pelouse qui était verte. J'ai juste dit que le ciel est bleu. That's it. Genre, c'est quoi le lien? C'est quoi le cheminement, le train of thought qu'ils ont eu dans leur tête pour en venir à une compréhension X de mon message Y? Ça m'a toujours baffled, puis ça m'a aussi beaucoup blessé parce que les personnes comprenaient quelque chose différent que ce que je disais et réagissaient à ce que eux comprenaient. Puis souvent qui était négatif à mon égard. Puis je me suis fait haïr pour des choses que j'ai jamais dit ni même jamais pensé, juste parce que eux ils ont compris quelque chose de différent. Et même si je me battais à me dire non, c'est pas ça que je voulais dire, il n'y avait rien à faire. Ça a été très difficile socialement pour moi. C'est pour ça, entre autres, pour plein d'autres choses. Mais c'est des choses comme ça, c'est pour ça que je veux avoir plus d'éducation, je veux mettre plus de sensibilisation à c'est quoi exactement, puis qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est comme ça. C'est sûr en même temps que je vais parler juste de moi, parce qu'on le vit tous d'une façon différente. Il y a plein de symptômes, puis on les a pas tous. Mais je pense que c'est important quand même d'en parler. Puis je pense aussi que ça fait ma force de penser différemment, de voir les choses d'une façon différente. Je pense que ça fait ma force et comme personne et comme intervenant. Parce que je challenge la façon des autres qui ont de penser. Je challenge... Tu sais, des fois, je vais leur poser des questions, puis... Ok, exemple. Je reçois quelqu'un. La personne a un enfant de 5 ans qui est très, très, très difficile sur la nourriture. La personne est monoparentale, fait que c'est difficile déjà en partant de faire sa vie, puis de concilier un petit peu de tout avec un enfant en bas âge. Puis... Tu sais, je disais, faut choisir ses batailles. Je veux dire, ton enfant, il aime juste les hamburgers. Exemple. Ok, ben, fais-lui juste des hamburgers, mais pimp les boulettes ou le burger pour qu'il soit super nutritif. Il y a des poudres de chou kale ou des trucs comme ça qui ont plein de nutriments là-dedans, super beaucoup de vitamines. Tu peux en mettre un petit peu dans les boulettes, ça paraît même pas, ça goûte pas. Tu peux faire ça pour pimper tes boulettes, puis l'enfant il va avoir tous les nutriments qu'il a besoin, toujours manger la même chose, puis elle fait comme moi, mais je peux pas toujours donner la même chose à mon enfant. Puis je dis pourquoi? Puis elle dit, ben ça se fait pas. Puis je lui ai dit, ok, mais pourquoi? Littéralement, pourquoi est-ce que ça se fait pas? La personne n'a pas pu me répondre. Parce que manger quelque chose de différent à chaque jour, à chaque repas, c'est neurotypique. C'est sociétalement acceptable, puis les neurotypiques sont du genre de personnes qui se conforment très bien dans ce qui est sociétal. C'est pas vraiment de question. Ça va bien, donc ils le font. Mais pourquoi? Et moi, je suis un adulte. Si tu me donnes des sushis, je vais en manger à tous les jours. Si j'aime quelque chose, je vais en manger à tous les jours. Mais oui, je vais m'organiser pour que ça soit nutritif. Mais qu'est-ce que ça fait? Legit, qu'est-ce que ça fait si on mange la même chose à tous les jours? Mettons que moi, tous mes soupers, c'est la même chose. Pendant un moment, tous mes déjeuners, c'était la même chose. C'était bon, c'était nutritif, c'était un œuf, du bacon, du fromage, des légumes. C'était que ça, je mangeais ça tous les matins. Pourquoi ça dérange? C'est des choses qu'on se pose pas, puis legit, elle a pas été capable de me répondre, puis elle fait comme, mais crème, t'as raison. T'as raison. Je sais que j'ai raison. Bon, j'ai pas toujours raison, mais pour là-dessus, je savais que j'avais raison. Ma façon de penser, ma façon de voir les choses est différente, puis ça l'a
ça lui a fait voir des choses différentes. Puis maintenant, il fait comme, waouh, t'as raison. Je vais cuisiner pour moi. Je vais continuer de proposer de la bouffe à mon enfant. Mais s'il en veut pas, il va avoir son burger pimpé super nutritif. Voilà. Fait que je pense que c'est vraiment une force. Puis aussi le fait que je questionne énormément sur les mots. Je vous l'ai déjà dit dans un autre vidéo, je pense. Je suis en train d'écrire un mémoire de recherche sur l'impact des mots, du dialogue intérieur, les mots qu'on se dit, les expressions, les structures de phrases sur notre psychologique. Il y a un impact. Il y a littéralement un impact sur ce qu'on dit. Ça a un impact, ça a un lien avec comment on voit la vie. Puis, comme la recherche du bonheur, c'est beaucoup par rapport à comment tu perçois la vie, comment tu réagis au stimulus, comment tu réagis à ce qui arrive, en changeant ton vocabulaire intérieur, en changeant comment tu t'exprimes, juste parfois de un mot, tu commences une déprogrammation inconsciente de ton cerveau vers une autre programmation plus saine. C'est fou, là. C'est tellement cool. Fait que, à amener ça, le côté, les mots, quand ils me disent des choses puis que je suis pas sûr à 100% de comprendre, ils me disent « Ah, j'aurais dû faire plus d'efforts. » Qu'est-ce que tu entends par effort? Puis des fois, ils le savent pas non plus. C'est juste tellement un mot, des fois, qu'on dit. Fait que là, ça leur permet de se poser puis de se questionner. C'est quoi exactement un effort? Ah, ben, c'est ça. Ah, ok, ben maintenant qu'on sait un petit peu plus de quoi qu'on parle, comment tu peux en faire plus, tu sais? Mais des fois, ils vont même pas se poser la question. Ils sont tellement habitués de se faire dire « fais plus d'efforts » qu'ils vont dire « je fais plus d'efforts » mais ça veut rien dire pour eux. Ils ont même pas... Donc ça, juste ça aide le fait que je questionne. Ça, ben, ça vient du côté autiste, les mots, le message. C'est une force dans mon travail. Je m'attendais pas à ce que la vidéo soit si longue, je pense qu'on est comme rendu à une demi-heure. Mais ouais. Ça a été un poids de moins d'apprendre ça. Puis ça a été aussi drôle parce que depuis que je suis tout petit, moi je suis musicien, j'adore la musique, j'ai un gift, j'ai un don. Tu me donnes n'importe quel instrument, je te l'apprends dans 3 heures. Sauf la flûte traversière et les instruments en hanche double. J'arrive pas à faire sortir d'un son de cette affaire-là. Mais quand j'étais plus jeune, puis même encore aujourd'hui, j'écoute de la musique, je pianote. Je suis bon au piano, puis je pianote. Que ce soit sur les cuisses de ma copine, que ce soit sur un bureau, que ce soit sur mes cuisses à moi, je pianote. Apparemment, c'est du stimming. Ça fait partie du stimming. Stimming, je pense, qui est comme des mouvements répétitifs ou des mouvements qui sont pas des tics, mais qui sont une façon de composer avec les stimuli, je pense. Puis tu vois, ça, je savais pas que c'était du stimming. Je savais pas. Je pensais que c'était juste une habitude de pianiste. Apparemment, non. En tout cas. Et j'ai commencé à tout comprendre ma vie, puis ben, ça fait du bien. Puis maintenant, je peux le dire. Maintenant, je n'ai plus honte. Ça enlève tellement de sentiments de culpabilité, de not good enough, d'anxiété, de tout le kit, parce que tu te dis, je suis normal. Hey, imagines-tu, ça fait 40 ans, puis je peux enfin me dire, je suis normal. C'est cool. C'est très cool. Parce que quand ta non-normalité est vue comme dérangeante, puis mal vue, ben c'est le fun de dire t'es normal. Fait que là, si je vois quelqu'un, je rencontre quelqu'un, je peux tout de suite lui dire, écoute, je reconnais pas les visages, je vais probablement t'oublier. C'est pas contre toi, c'est moi. Puis le monde habituellement sont compréhensifs. Donc voilà. Gros update. C'est chaud. Je sais pas trop comment finir cette vidéo là. Donc c'est ça, restez tuned. J'allais dire stay tuned parce que ça aussi apparemment, hein, le fait que je switch de l'anglais au français, apparemment c'est un trait autiste. Fait que c'est quelque chose que de toute façon, tu sais, je pense j'en avais parlé à un moment donné. Je veux pas, j'arrête pas. Si t'es pas content de me voir parler franglais,
il y a d'autres vidéos sur YouTube, il y a d'autres channels que tu peux aller voir. Mais pour moi, c'est tellement important d'être capable de bien m'exprimer que s'il y a un mot francophone qui ne fait pas exactement la nuance que je veux, mais que j'en trouve un anglophone, c'est peut-être ça, je vais prendre l'anglophone. Bref, continuez de me suivre, continuez d'écouter mes vidéos, suivez mes médias sociaux si vous voulez en apprendre plus sur les traits TDAH, les traits autistes, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes pour peut-être en apprendre plus sur vous ou pour peut-être être un soutien plus positif pour les personnes autour de vous qui vont être neurodivergents. Donc, yes.